Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h bilingues sur Equinox Télévision. Mimi Mefo, bonsoir. Bonsoir, Cedric Nufile. Good evening, televiewers. We thank you so much for joining us in this edition of the bilingual newscast on Equinox Television tonight. An aircraft which took off several months ago in Nigeria and was declared missing has been found in Kupe, Manengoba, that's in the southwest region of the country. And also in this newscast, female Lions qualify for all African Games after defeating their Ethiopian counterparts this afternoon in the nation's capital, Yaoundé, by 2 goals to 1. À la une de ce journal, les portes des Jeux africains Brazzaville 2015 s'ouvrent pour les Lions indomptables. Elles viennent d'arracher leur ticket de qualification en battant l'Éthiopie 2-1. Le film de cette victoire au stade Amadou Ahidjo et les insolites de cette rencontre, c'est au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition bilingue de l'information sur Equinox Télévision. Tout d'abord, les nouvelles de cet avion d'une compagnie aérienne porté disparu il y a plus de 8 mois au Cameroun. L'épave a été finalement retrouvée dans les forêts de Mbangem, situées dans le Coupé Manengoba, c'est dans la région du sud-ouest. Les autorités traditionnelles et administratives sont descendues sur les lieux ce samedi. L'aéronef avait à son bord un pilote de nationalité américaine. Difficile pour l'heure de savoir s'il y avait d'autres occupants dans l'avion. Nous y reviendrons. Dans l'actualité politique, cette semaine, la séance des questions orales aux membres du gouvernement est loin d'avoir comblé toutes les attentes pour les sénateurs. Certes, c'était une première dans l'histoire de la Chambre haute du Parlement, mais des sénateurs fustigent le non-respect de leur règlement intérieur. Élisée Bokba, Marcelin Gansop. C'était l'une des principales revendications du groupe parlementaire SDF. Il a fallu attendre la fin de la session pour que les sénateurs aient enfin l'opportunité d'interpeller le gouvernement via les questions orales. Nous avons atteint cette vitesse qui a été réclamée depuis de longue date par le SDF parce que le rôle du parlementaire, c'est de voter les lois et contrôler l'action gouvernementale. Et 2 ans après, je crois que si nous avons inauguré avec cette série de questions orales aux membres du gouvernement, nous espérons dans notre groupe que ça doit continuer conformément à l'article 83 de notre règlement intérieur. Au RDPC, on se réjouit également de ce pas de plus marqué dans la construction de la Chambre haute du Parlement. Cela prouve tout simplement que le Sénat a pris sa vitesse de croisière. Vous savez qu'il y a certains mécanismes qui n'étaient pas encore mis en place. Là maintenant, je pense sincèrement que tout va bien. Tous les mécanismes de fonctionnement sur le plan administratif et sur le plan législatif sont en marche. C'est une bonne chose qu'on ait introduit cette possibilité donnée aux sénateurs de poser des questions aux membres du gouvernement. Mais ce n'est pas encore la satisfaction totale, puisque les dispositions de l'article 83 du règlement intérieur du Sénat n'ont pas été respectées. Je reste relativement insatisfait dans la mesure où la loi portant le règlement intérieur du Sénat dispose que c'est chaque semaine pendant la session que la session des questions orales doit être développée. Or, pendant les 4 semaines de cette session, nous n'avons eu qu'une seule session de questions orales. Donc, nous allons, pour ce qui me concerne en tout cas, insister auprès du bureau pour qu'à la session de juin, chacune des 4 semaines de la session réserve un jour aux questions orales au gouvernement et à ses réponses. Comme à l'Assemblée nationale, le Sénat a au cours des 30 derniers jours adopté 7 projets de loi qui n'attendent plus que leur promulgation par le chef de l'État. L'un des moments forts de cette session de mars aura également été le renouvellement du bureau de la Chambre haute du Parlement avec la reconduction de Marcel Nyat-Difendji au fauteuil présidentiel. Il faut tout de même indiquer qu'à l'occasion de cette première séance, des questions orales des sénateurs se sont appesantis sur la gestion des fonds collectés auprès des populations et destinés aux forces de défense et victimes des affres de la guerre,
contre Boko Haram. À ce sujet, je vous propose de suivre à présent le sénateur UNDP Pierre Flambeau-Ngayap et le sénateur RDPC David Etame-Massoma. J'ai demandé au ministre si des dispositions précises avaient été prises pour que tous les dons en nature comme en espèces soient bien centralisés, bien gérés dans la transparence et que nous ne connaissions pas les situations que nous avons connues dans le passé, notamment en 1994 avec le fameux coup de cœur pour la Coupe du monde de football. Vous savez, au début, tout le monde est enthousiaste, mais quand les choses commencent à avancer, on est préoccupé par d'autres sujets. Et lorsqu'il faut maintenant faire le bilan d'une gestion, il n'y a plus beaucoup de monde pour s'intéresser à cela. Donc ce qui est important, c'est que le gouvernement sache que les parlementaires seront attentifs à la gestion de ces dons jusqu'à la fin de cette guerre. Et le ministre de la Défense nous a donné des assurances sur la manière dont les aides seront gérées. Et puis, ce qui est important, il a tenu à relever que l'argent versé servira à accorder des primes aux soldats et aux familles des soldats qui sont décédés sur le champ de bataille. Parce que, souverainement, l'État a quand même les moyens à lui pour faire face, les moyens financiers pour faire face à une telle guerre. Une question tarot de l'esprit des artistes. Comment sortir des multiples crises observées dans la gestion du droit d'auteur au Cameroun? Le ministre des Arts et de la Culture propose une révision des dispositions réglementaires. Amatou Toumouna annonce un projet de loi sur la table du Parlement dès la prochaine session de juin 2015. Dans ce reportage, nos reporters Marcelin Gansop et Élisée Bogba ont tenté de recenser ce qui pourrait être les grandes modifications si ce projet de loi venait à être adopté en juin 2015. S'achemine-t-on vers l'avènement d'une nouvelle ère dans le domaine des droits d'auteur au Cameroun? Le ministre des Arts et de la Culture le croit dur comme fer. Amatou Toumouna annonce que le projet de loi élaboré à cet effet va atterrir sur la table des députés et sénateurs dès la session de juin prochain. Oui. C'était l'une des dernières démarches que nous avions à faire avant la session de juin. Le document qui porte l'espoir de tout un peuple a été enrichi de l'expertise internationale, dont celle du professeur André Lucas de la faculté de droit de Nantes en France, une des sommités mondiales de la propriété intellectuelle. Je connais bien la loi de 2000, la loi camerounaise sur le droit d'auteur, et c'est une très bonne loi. Elle a simplement besoin d'être toilettée, si vous me permettez cette expression, pour tenir compte de certains développements techniques qui sont intervenus, mais aussi pour que soit mise sur la table la question de la gestion collective, qui est une question très importante pour tous les pays qui veulent respecter le droit d'auteur, mais qui prend une importance particulière ici au Cameroun, compte tenu des difficultés qui ont été rencontrées sur ce terrain ces dernières années. C'est très important aussi de confronter notre copie à d'autres copies et à d'autres expériences. Et puis, nous sommes dans l'amélioration et une plus grande efficacité par rapport à notre loi. Nous avions envoyé ce projet de texte à l'OMPI et à d'autres personnalités, mais je pense que c'était important d'avoir le professeur ici sur place. Avec autant d'expertise, le gouvernement ne doute pas de la qualité du document qui sera bientôt soumis à l'examen de la représentation nationale. Ce qui est envisagé, ce sont des améliorations qui tiennent compte, par exemple, du fait que des conventions internationales sont intervenues entre-temps. Il s'agit simplement d'adapter, parce qu'en 15 ans, il se passe beaucoup de choses. Faire en sorte que la gestion collective soit organisée sur une base professionnelle, donc avec des managers compétents, mais qu'elle soit transparente et que les pouvoirs publics puissent exercer un contrôle réel, sérieux, sur la gestion de ces organismes. Le gouvernement espère ainsi une sortie définitive de la navigation à vue et de la crise actuelle qui n'ont que trop fragilisé les créateurs des œuvres de l'esprit. Ne pas faire la politique, c'est avouer que l'on n'a pas le désir de vivre. Ce sont les propos de Ruben Oumniobé,
l'un des fondateurs de l'Union des populations du Cameroun, s'exprimait ainsi lors du deuxième congrès de ce parti, créé en 1948. Cela fait 67 ans que l'UPC a placé la lutte politique au cœur de son action. Pourtant, au départ, c'était un simple mouvement syndical. Jean Jonimpek et Sylvestre Zangaou revisitent les grands moments de l'histoire de l'UPC. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Ruben Oumniobe, cofondateur de l'UPC, s'exprimait ainsi du haut de la tribune des Nations Unies en 1952, soit 4 ans après la création de l'Union des populations du Cameroun. Le premier parti politique du pays a été fondé par d'anciens syndicalistes. Se souvient l'une de ses militantes, Henriette Ekoué. En 1944, des Français communistes forment des syndicalistes camerounais pour être des dirigeants de la CGT, dont évidemment Oumniobe et d'autres. Après cela, il y a le RDA qui se forme, le Rassemblement démocratique africain, qui est un peu le rassemblement des Africains francophones des 14 pays colonisés par la France pour envisager l'indépendance. C'est donc dans ce contexte que le 10 avril 1948, Oumniobe et ses compagnons vont créer l'Union des populations du Cameroun. À ce moment, l'UPC n'affiche pas encore ouvertement sa ligne de revendication de l'indépendance, par peur de représailles. Le but réel est alors masqué par un appel à l'unité du peuple camerounais. Cela dure peu de temps, car l'Union des populations du Cameroun va commencer à réclamer l'indépendance du pays. L'UPC commence donc à rassembler autour de lui et le congrès du Kunze de décembre 1949 va donc décider de soutenir le mouvement. Il y a un congrès qui est en fait une réunion qui se tient à Kumba, qui se transforme en congrès en janvier-février 1950 et c'est au congrès de GK de 52 que le programme sort et le programme est clair. C'est l'indépendance, la réunification, l'élévation du standard de vie des Camerounais. C'est cette revendication qui conduit l'UPC, à travers Ruben Oumniobe, à la tribune des Nations Unies en 1952. 3 ans plus tard, en 1955, mécontente, l'administration coloniale française décide d'interdire ce parti politique. Les militants de l'UPC sont traqués et Ruben Oumniobe est tué le 13 septembre 1958. Le combat continue cependant dans le maquis. La répression aussi, mais au fil des années, l'UPC se fragilise. Ce qui va fragiliser l'UPC, c'est qu'il y a beaucoup de gens en prison, en déportation. Il y a eu des charniers, des villages entiers rasés. Il y a eu l'exil. Il y en a qui sont partis à Conakry, d'autres sont partis à Accra, d'autres étaient en Chine, d'autres étaient dans les pays de l'Est, Moscou, Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est. Je vous propose une fois de plus de suivre Henriette Ekoué. Elle évoque à présent les différents courants qui divisent l'Union des populations du Cameroun de nos jours. Après 1971, Wongui Massaga a relancé l'UPC. Et cette UPC-là a décidé non seulement de la clandestinité, mais de rentrer au Cameroun, mobiliser les populations. Avec Beletobo, avec Mouen Gaspard. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque on arrive, la dernière vague des UPCistes clandestins, c'est quand Ekan et moi avons été en prison en 90. Maintenant, l'État, qui est quand même sous la botte des Français, les Français disent on ne peut pas donner le sigle de l'UPC à cette branche-là qui a continué le combat en clandestinité et qui est donc dans la fermeté vis-à-vis du néocolonialisme. On va donc prendre 2 membres fondateurs du RDPC, c'est-à-dire Kodok et Djika Akwa. Djika va à un congrès, tout le monde sait que c'est Djika qui a amené Kodok. Le jour où il a amené Kodok en décembre 90, ça il dit non, il nous fallait un grand. Le problème, c'est que le grand avait les pieds plombés. L'IGERA, qui était l'inspection générale de l'administration, avait un rapport de Kodok à la direction de la CAMER. Kodok m'a dit, je ne peux pas lever la tête, camarade Henriette, quand on était encore à la coordination. Et qu'est-ce qui va donc arriver? Ils vont aller à un congrès en décembre 1991.
Le congrès est ouvert par le préfet du Mungo, en Konsamba, et on débarque Dika pour garder Kodok. Parce que Dika, on ne le tient pas, mais Kodok, on le tient. Et c'est comme ça que Dika va rentrer totalement amer. Il mourra quelques années plus tard, il tombera malade, etc. Anissé Kane, lui, il a dit, on ne peut pas rester dans une situation où on n'a pas de légalité. Il faut aller aux élections, donc créons le Manidem. Les autres ont dit non, on ne peut pas abandonner l'UPC. Hogbelen a fait une interview à Cameroun Tribune en 90 pour dire que l'UPC est à reléguer au musée de l'histoire. Et il voulait venir faire une table ronde au mois d'août 90 à Yaoundé. On lui a interdit sa table ronde. Mais il a fait cette interview-là. Mais le même Hogbelen, voyant que l'UPC est forte dans les cœurs, il revient dans l'UPC pour en être ministre, pour avoir son petit morceau de l'UPC. En clair, l'idéologie de l'UPC est remise en question de nos jours entre l'aile conservatrice, les réformistes de l'UPC et ceux qui se sont rapprochés du pouvoir. L'âme immortelle s'effrite au sein de l'UPC. Autre inquiétude, c'est la problématique du renouvellement de la classe dirigeante au sein de l'UPC dit des fidèles. C'est en tout cas le constat qu'ont fait Jean-Johnny Peck et Eric Massanjomo dans ce reportage. La cause patriotique est l'élément catalyseur qui rassemblait jeunes et vieux autour des idéaux du parti du crabe. Lutte pour l'indépendance totale du Cameroun, guerre contre l'impérialisme français, combat pour un nationalisme avéré. Du 10 avril 1948 au 10 avril 2015, les choses ont bien évolué, les mentalités ont changé, les réalités socio-économiques sont autres. Conséquence, le militantisme de cœur et de combat a cédé la place à un militantisme de calcul et d'intérêt. D'où la perte de vitesse d'un parti comme l'Union des populations du Cameroun, branche des fidèles selon les anciens. Il y a des gens qui ont lutté et qui pensent que ce travail est compliqué. Ils essaient de trouver des raccourcis. Mais les peuples du monde entier ont travaillé comme ça, sans chercher des raccourcis. Si on fait un raccourci, on ne trouvera pas la solution. Il y a les gens qui s'intéressent, il y en a qui ne s'intéressent pas parce que il y en a qui ont peur, hein, parce que quand le gouvernement nous harcèle, quand le gouvernement nous met à côté, nous marginalise, les jeunes ont peur que peut-être en adhérant à l'UPC des fidèles, peut-être qu'ils auront des ennuis. Ce n'est que ça. Les nombreuses divisions et scissions au sein du parti ne semblent pourtant pas altérer l'enthousiasme de ces militants de la première heure quant au futur radieux de l'UPC. Ndjaseb Mathieu a été secrétaire particulier de Ernest Wandier. Ce n'est pas la lutte avec les armes comme avant. Aujourd'hui, nous parlons, et puis je pense avec les conférences que nous faisons comme ça, et puis ce que nous allons dire aux jeunes, ils vont comprendre ce qui s'est passé. Parce que cette lutte que nous avons menée, que l'UPC a menée, c'est caché. Hein. On ne veut pas dire, on ne veut pas le dire aux jeunes. Si ce dernier ajoute qu'il rêve de voir un jour ce parti tenir les rênes du pouvoir au Cameroun, Achille Koto, observateur et analyste politique, se colle à ce point de vue, présentant l'Union des populations du Cameroun comme un parti idéologiquement constant. Quand vous avez un slogan tel que l'âme immortelle du Cameroun, c'est parce qu'un esprit est resté au niveau de l'UPC. Et cet esprit-là, c'est un esprit non seulement de rassembleur, c'est un esprit qui nous fixe vers l'intérêt national, l'intérêt de notre pays. Dissension, guerre de leadership, perte d'enthousiasme chez les jeunes, absence de régénération militante constante, voilà des faits qui tendent malheureusement à plomber l'avenir du premier parti nationaliste camerounais. Je vous le disais en titre, les Lions indomptables viennent encore de rugir au stade Amadou Ahidjo. Elles ont battu l'Éthiopie 2-1. Une victoire qui les conduit tout droit aux Jeux africains de Brazzaville au Congo. Cependant, un fait insolite a failli gâcher cette victoire. Il s'agit d'une ambulance transportant une joueuse éthiopienne qui est tombée en panne en plein milieu du stade. Reportage avec Cyril. C'est l'image de la honte au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Une joueuse éthiopienne est victime d'un coup dur pendant la rencontre. L'ambulance qui doit la transporter à l'hôpital refuse de démarrer. Quelques secouristes sont obligés de pousser cette ambulance qui en réalité
n'a rien de médicalisé. C'est donc dire que ce sont des lionnes abandonnées à elles-mêmes qui descendent dans l'arène. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique absent, c'est le secrétaire général du MINSEP qui préside la rencontre. Le coup d'envoi est donné devant des gradins vides, on dirait un match à huis clos. Personne ne prend au sérieux le football féminin. Je crois qu'il est grand temps d'y penser. Parce que quand on parle du football féminin, c'est toujours dans le mauvais sens. Face à ce manque d'intérêt des Camerounais, l'Éthiopie ne se fait pas prier. À peine 1 minute 30 de jeu, le Cameroun est cueilli à froid sur ses propres installations. On a du mal à croire que c'est bel et bien l'Éthiopie qui vient d'ouvrir le score. Conséquence, sur ce qui tient lieu de tableau d'affichage dans la vieille cuvette de Fandina, c'est encore marqué 0 but partout. Blessés d'entrée de jeu, les Lions essayent de sortir leur crinière, mais les tentatives à l'assaut des buts éthiopiens restent vaines. À force de dominer, le Cameroun trouve finalement la faille. Aboudi Ongene exploite un ballon à l'entrée de la surface de réparation. Elle élimine le portier adverse avant d'inscrire son but. Nous sommes à la 40e minute. Un autre tableau d'affichage, cette fois beaucoup plus original, affiche le vrai score. Cameroun 1, Éthiopie 1. C'est sur ce score qu'intervient la pause. À la reprise, le Cameroun multiplie les assauts. 65e minute, le portier éthiopien est obligé de se déployer pour sauver son équipe. Le Cameroun assiège définitivement le camp éthiopien. 73e minute, Ngonomani sort le grand jeu et la défense éthiopienne est obligée de faire la faute. Mais les Lions ne vont pas beaucoup attendre. 76e minute, Ngonomani, encore elle, scelle définitivement le sort des Éthiopiens. Deux buts contre 1. C'est sur ce score que l'arbitre siffle la fin du match. La qualification en poche, les Lions peuvent remercier le ciel. Grosse ambiance malgré tout au stade omnisports Amadou Ahidjo de Yaoundé à la fin de ce match remporté par les Lions indomptables du Cameroun. 2 buts contre 1, exactement le même score qu'à l'issue du match aller à Addis Abeba. Les Lions indomptables chantent et jubilent, vous le voyez en image. Elles sont qualifiées pour les Jeux africains Brazzaville 2015. En direct du stade omnisports Amadou Ahidjo de Yaoundé, Joël Essenge, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Sacrés Lions indomptables. C'est la fin de la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Mimi Mefo. Merci, Cedric Nufele. Our viewers, we thank you for joining us in this second segment of the news in the English language. Let's begin right here with the information from the southwest region of the country, where a plane which left Nigeria for Gabon some 8 months ago and was reported missing has been found in the Kupe Manenguba division of the southwest region. The plane, owned by a U.S. company that is known as Global Aviation, was discovered by hunters in the forest between Bangem and also Tongem in the Kupe Manenguba. As we earlier indicated, the aircraft was reported to have taken off from the Aminu Kano International Airport in Nigeria, and it was heading for Libreville, Gabon. It was supposed to make a stop over here in the economic capital Douala, precisely at the Douala International Airport, before heading for Gabon. We hear that only an American pilot was on board the plane. Administrative as well as local authorities went to the crash site to take stock of happenings in that part of Cameroon. We shall be keeping you informed as soon as we have updates on the issue. Now, members of the upper house of parliament, that is the Senate, have closed the March session of the parliament that was in the nation's capital. For the first time, members of the Senate posed oral questions to government officials. The session also saw the adoption of bills that was tabled to the Senate by the government.
And before the close of the Senate, it was also the close of the March session of the National Assembly in the nation's capital Yaoundé. That was also yesterday. MPs want a transparent accountability of the funds donated for the fight against Boko Haram. The statement was met by the President of the National Assembly, Kavaye Jibril. And just to note that the lower house of Parliament has equally adopted some 7 bills that were tabled to the National Assembly. Roland Akong has the details. Kavaye Yege Jibril is asking for transparency over the Boko Haram war donations. The Speaker's call is coming at a time when doubts are looming over transparency and accountability over the management of the war donations. Speaking at the closing of the March session of the National Assembly, the House Speaker said 7 bills were adopted during the session, including the bill governing audiovisual activities in Cameroon, a bill which is coming at a time when Cameroon is preparing to switch over from analog to digital broadcasting. Kavaye appealed on the officials concerned with the process to build local content so that Cameroon should not solely depend on producing foreign TV programs. The March session of the National Assembly saw the rejection of a private member's bill tabled by the SDF party. The bill on water catchment initiated by Cyprien Aoudumbaya, SDF MP, was rejected at the level of the Chairman's Conference. It is the first time that a private member's bill attained that level in the National Assembly. And the UN Rights Council has condemned Boko Haram with strong terms and all its atrocities. The declaration of the rights group early this month was conveyed to the press by Cameroon's Communication Minister Issa Shiroma Bakari. Members of the council have equally expressed worries over the number of displaced persons as a result of activities being perpetrated by Boko Haram in the far north region. Now let's have an excerpt of the Minister of Communication cabled by Roland Akong. Porte sur la victoire diplomatique. Issa Shiroma Bakari, le ministre de la Communication, était face à la presse à Yaoundé. A sincere apologies for that technical mix-up there. Let us continue with politics to talk about the UPC political party, Union de Population du Cameroun, that yesterday celebrated its 67 years of existence. The party played a vital role in Cameroon's independence, though it was not on the table when concrete decisions were being taken. 67 years after, UPC is barely surviving from division. Our reporter for Hansen Chanchi now traces the roots of the said political party. The history of Cameroon cannot be told without mentioning the UPC party. A series of events favored the creation of Union de Population Camerounaise. Français communistes forment des syndicalistes camerounais. Henriette Ekwe, a former member, recounts that after the 1945 Second World War, the French Communist Party created syndicates in countries under French control. Cameroon was one. The creation of the African Democratic Rally, which constituted the 14 African colonies of France, greatly favored the creation of the UPC party. After fighting in the Second World War, syndicate leaders thought it was time to put an end to French rule. On April 10, 1948, the Union de Population du Cameroun is created and attached itself to the African Democratic Rally. 12 men assisted in the founding meeting. The main goals of the UPC party were simple: independence, reunification, and improvement of living conditions of Cameroonians. Ces 3 points fondamentaux, évidemment une table ronde pour que tout le monde se réconcilie. To achieve these goals, Henriette Ekwe says, was a daunting task. That is where the battle began with French colonial masters. The turning point in the political life of the party came on April 10, 1950, with an enlarged meeting in Chang, West Region, regarded as the first Congress of the UPC party. A new leading committee was elected with President Chief Matthias Njumesi, Secretary General Ruben Omniobe. The party took part in the 1954 parliamentary elections, but did not succeed.
Their quest for independence increased, and they demanded immediate reunification, setting a 10-year program. As the UPC party failed to use diplomatic methods to gain independence, they turned to brutal means, and it had one of its brutal confrontation with the colonial masters in 1955. This led to the exile of many to Accra, Cairo, Conakry, Beijing, the Czech Republic, among others. Ruben Omyobe was killed in the bush on 13 September 1958. Felix Mumi poisoned in 1960. Ernest Wanji arrested in 1970 and killed 1 year after. However, the Union de Population Camerounaise resurfaced in the 1990s with the emergence of multipartism. But Henriette Ekwe regrets today that Dika Aqua was relegated and Frederick Kodok chose as the leader of the rejuvenated version of the UPC party, a version which up to date has been living under the guidance of the government. Reasons why UPC now has several factions and the government seems to like the divide and rule system. And a brief note in sports football, we talk about the female Lions that have qualified for African Championship that is built for Libreville, or Brazzaville rather, this 2015. They obtained their qualification ticket today by defeating their Ethiopian counterpart 2-1. It was difficult for injured players to be transported after the emergency van had a breakdown, as we can see on our screens. They're bringing us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Viewers, we thank you so much for joining us. Wishing you a blessed weekend in the company of our program. Cédric Noufélé, bonsoir. Bonsoir Mimi Mefo, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un bon week-end sur cette même antenne.